Elle a commencé sa carrière chez Margiela, Jean-Paul Gaultier, Hermès. Puis elle rencontre Karine Rothfeld et devient sa première assistante chez l'immense Vogue. Elle a également travaillé avec Tom Ford, mais aussi Karl Lagerfeld de chez Chanel. C'est une figure connue de tous dans le milieu de la mode. Je reçois Niki Galopine. Bonjour Niki. Bonjour Alexis. Bienvenue dans Derrière le style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. Tu as fait tes études au studio Berceau. Ouais. Avais-tu déjà une idée précise du métier que tu souhaitais faire ? Tout au départ, je crois que je voulais travailler dans le design, dans la décoration, l'architecture. Et à la faveur d'une rencontre, juste avant de démarrer l'année, j'ai rencontré une styliste qui était longtemps le bras droit d'Azdine Alaya, qui m'a dit non, on va faire une école de mode, c'est mieux. J'ai fait une année de death mode que j'ai pas du tout aimé. Pourquoi tu l'as pas aimé cette école ? Pas assez créative, ne développant pas assez notre personnalité, notre œil, un peu scolaire quoi. J'avais pas du tout envie de ça, moi je voulais un truc créatif. Et donc j'arrive au studio Berceau grâce à cette amie, et grâce à cette école j'ai développé un sens critique, un œil, et puis grâce à eux surtout j'ai eu accès à des stages incroyables. Chez Martin Margiela, chez Azdine Alaya, je travaillais sur les défilés, j'ai habillé Naomi Campbell. Chez Hermès pendant 2 ou 3 saisons, c'est absolument génial. Chez Jean-Paul Gaultier à la grande époque. Et tout ça à travers juste des stages, donc grâce à cette école. Ouais, cette école qui nous a vraiment formés à ouvrir notre esprit, à avoir un regard curieux, un peu plus intelligent. On se sent comment quand on a fait tout ça ? Fière ou plutôt chanceuse ? Très privilégiée d'avoir eu accès à tout cela, parce que travailler avec Tom Ford au début de Gucci, c'était quand même une histoire complètement dingue. Travailler auprès de Martin Margiela, qui est un des plus grands génies de notre génération, c'était aussi exceptionnel. Avoir la chance incroyable de rencontrer Karl Lagerfeld, de travailler à ses côtés pour Chanel en plus. Je rêvais de travailler pour Chanel, et ça s'est réalisé. C'était fou, j'ai travaillé avec Gianni Versace, peu de temps avant qu'il soit assassiné, le pauvre, peut-être 15 jours avant. Et c'était, n'oublions pas, l'époque des grands top modèles, Naomi, Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford. Et c'était le glamour à son sommet, quoi. J'ai bien conscience d'avoir connu une époque folle, quoi. Mais je me rendais peut-être même pas compte. Je crois que j'ai été propulsée là-dedans, malgré moi, plongée dans la magie, quoi. Et qu'est-ce qui a été du coup le plus difficile dans cette histoire ? Le plus dur, c'est que ce métier de la mode, ça n'est pas que du glamour, c'est aussi beaucoup de petites choses pour arriver à fabriquer la mode. Donc, c'est-à-dire ? C'est merveilleux de fréquenter des Karl Lagerfeld, des Gianni Versace et tout ça, mais après il y a aussi la part plus commerciale de la mode. Pour gagner sa vie, on est obligé de faire des petites pubs pour des marques un peu moins glamour, avec des gens un peu chiants, des designers moins talentueux, des DA pénibles. Quand on est au top, on travaille avec des méga stars et c'est génial. Et c'était le cas de Karine Rothfeld, qui a été mon Pygmalion, parce que moi je travaille avec elle. Et c'est grâce à Karine Rothfeld que j'ai pu avoir accès à tout ça. Mais après, moi, ma petite échelle, évidemment, quand il a fallu que je me débrouille seule, j'ai fait des choses beaucoup moins glamour. Et il fallait bien que je gagne ma vie. Donc c'est parfois dur de retomber sur ses pieds, d'être connecté à la réalité et de voir que tout n'est pas rose. Justement, on dit que le milieu de la mode est peuplé de faux culs bien habillés. Est-ce que c'est une rumeur ou plutôt une réalité ? Écoute, sans vouloir faire de caricature, je crois que c'est quand même une réalité. Alors à l'époque où je démarrais, c'était autre chose. Aujourd'hui, on est dans une époque très politiquement correcte. Il faut surveiller son langage, surveiller ce qu'on raconte. On est obligé de lécher beaucoup de gens, de museaux, pour se faire bien voir, pour être bien aimé. Et pour rentrer dans ce monde aussi, est-ce qu'il faut brosser dans le sens du poil les bonnes personnes pour intégrer ce... Ouais, parce qu'en fait, tu sais, c'est un milieu de réseau. Ça marche beaucoup par réseau et par connexion. Il faut jouer le jeu. Il faut accepter de dîner avec des gens que t'aimes pas. Il faut accepter de dire du bien de choses que tu détestes. Il faut accepter, de tailler des pipes de temps en temps. Pas au figuré, naturellement. Oui, parfois ça relève presque de la prostitution à certains moments. Là, de ce que j'entends, c'est presque un monde un peu dangereux pour les nouvelles personnes qui veulent se lancer ou même intégrer. Ouais, tu as raison, mais j'ai l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus familiarisées et habituées à ces jeux politiques et à ces jeux de séduction. Donc je pense que les nouvelles générations sont plus fortes que moi sur ce sujet. Moi, c'est encore plus inquiétant. Je suis absolument d'accord avec toi, parce qu'en fait, je m'aperçois au fil des années qu'on n'entend plus de paroles libres. Ça tabasse dans le dos des gens, ça beaucoup évidemment. T'as des exemples Par exemple,
Moi, je suis une des rares encore à dire ce que je pense. Dire ce que je pense aujourd'hui, c'est évidemment l'exprimer sur les réseaux sociaux. Quand je me contentais de dire ce que je pensais au bar du coin, ça n'avait pas un grand impact. J'ai pas d'autres réseaux sociaux qu'Instagram. Et donc, il m'arrive de dire du mal de tel ou tel designer. Et je le dis vraiment très librement et sans aucune langue de bois. Et je m'aperçois que des tas de gens qui sont très politiquement corrects, qui disent jamais un mot plus haut que l'autre, m'applaudissent à quatre mains quand je dis ce genre de choses, qu'ils adorent, pensent la même chose que moi, mais eux en revanche se taisent et ne disent rien. Donc je suis un peu la seule en premier plan, si j'ose dire, à prendre les risques de dire des choses désagréables. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous les jeunes qui s'intéressent à la mode et qui veulent travailler justement dans ce milieu? Donc si, pour éviter tout ce qu'on vient d'entendre... La meilleure solution, quoi qu'il arrive, c'est de faire des expériences. Alors des stages ou autre chose, mais d'expérimenter beaucoup, de ne pas avoir peur de se tromper. Et puis il faut avoir un petit peu de courage aussi, et puis essayer de savoir ce dont on a envie. D'essayer de connaître sa voix, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Mais je suppose que c'est fait de plein de sacrifices aussi. Plein de sacrifices, ouais. Parce qu'évidemment, on gagne pas très bien sa vie au début. Et on peut être un peu exploité aussi. On peut faire des choses un peu ingrates au début. Il faut accepter de les faire. Il y a quoi comme métier quand on rentre comme ça, les premiers métiers qu'on peut faire? Moi, par exemple, j'ai une anecdote à ce sujet. Moi, toute ma carrière, très grand mot, a démarré grâce à ma rencontre avec la fameuse Karine Roitfeld, grande rédactrice de mode. Nous nous sommes rencontrés dans les sous-sol du magazine Vogue, qui était place du Palais Bourbon à l'époque. Et j'étais stagiaire. Elle cherchait quelqu'un pour l'assister. Donc elle me voit dans les sous-sols, dans ce qu'on appelait le showroom, il y a les vêtements, les portants. Et elle me dit, ah tiens, je cherche un assistant, est-ce que tu serais libre, tatati tatata. Bah tiens, attrape-moi cette valise là-haut. J'essaie de lui attraper la valise. Évidemment, mon job, c'était de porter des valises, de les remplir, d'appeler le bureau de presse, enfin des trucs un peu ingrats. J'essaye d'attraper la valise, incapable de l'attraper, c'est trop lourd pour moi. Elle l'attrape, elle était toute légère, en fait la valise était vide, j'avais juste pas du tout de force, quoi. Et elle s'est rendue compte que je serais pas forcément une très bonne assistante, mais elle m'a prise quand même. Donc tu étais la première assistante de Karine Roitfeld, et ça fait quoi de vivre le diable qui s'habille en Prada dans la vraie vie? Alors le vrai diable qui s'habille en Prada, c'est Anna Wintour, et c'est elle la méchante. Et je l'ai connue, c'était assez génial, parce que Karine travaillait simultanément pour le Vogue Paris, Vogue France donc, mais qui s'appelait Vogue Paris, le Vogue Amérique, Anna Wintour, Vogue US, et le Vogue Italie. Et on faisait les trois Vogues simultanément. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Anna Wintour, très impressionnante, cachée derrière ses lunettes noires comme moi, ça coupe au carré comme ça. Peut-être que j'essayais de l'imiter d'ailleurs. Et je dois dire qu'elle est très très impressionnante. Karine avait une réputation aussi de faire peur vraiment. Elle impressionnait beaucoup et toujours aujourd'hui les gens. Et les gens avaient vraiment peur d'elle. Un peu comme ils ont peur d'Anna Wintour. Et c'est assez amusant. Et même moi, j'avais peur d'elle, je crois. Mais bon, j'étais plus proche d'elle, alors ça allait. Quelle est la chose la plus inouïe qu'on a pu te demander dans ta carrière en travaillant chez Vogue? Oui, j'ai la chance de travailler sur un shoot haute joaillerie avec la grande rédactrice joaillerie de l'époque du Vogue, qui s'appelait Francine Pratt, grande rédactrice. Et on shoot avec Helmut Newton, immense photographe. Et il fallait trouver des poulets... pas des poulets écorchés, enfin toi, les poulets de boucherie quoi. La photo est géniale, elle est très connue du reste, c'est une espèce de bourgeoise couverte de diamants, de pierres précieuses. Et elle met sa main pleine de diamants et de rubis, de je sais pas quoi, dans le cul du poulet quoi. C'est très drôle. Ah oui, j'en ai pas ça. Et c'est une anecdote qui m'a beaucoup amusée, parce que Helmut Newton, je m'attendais à une chose très glamour, et en fait c'était un glamour trash. Mais très fort, que personne n'a oublié. Et la plus grosse bourde que tu as faite? Alors, j'ai pas fait de vraies grosses bourdes, mais je sais qu'une fois, nous shootions à Fontainebleau avec Mario Testino, le grand photographe Mario Testino et Karine Roitfeld, pour le Vogue. Et on shootait... c'était la Tenante, à l'époque. Loin là-haut dans les rochers. Donc, c'était 3/4 d'heure de marche dans les rochers, enfin un truc pas possible, pour accéder à là où Mario voulait shooter, c'était la Tenante. Et Karine me dit, va voir s'il y a ce t-shirt, je sais pas quoi, de Margiela, dans le camion loge. Oui, Karine, j'y vais. Une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir. Et je dis à Karine, oui, il y a le t-shirt dans le camion. Elle me regarde et me dit, mais si je t'ai demandé s'il y avait le t-shirt dans le camion, c'était pour me le ramener. On venait de perdre 1 heure pour que finalement je vienne les mains vides. Et moi j'ai cru qu'elle voulait juste s'assurer que le t-shirt était toujours là dans le camion. Voilà, idiote. Complètement idiote. Aujourd'hui, tu es consultante mode pour plusieurs marques. Ouais. En quoi consiste ce métier? C'est un travail que je fais
très en amont, c'est-à-dire que je travaille sur la création des collections. Je donne un mood board, je donne des idées de matière, de couleurs, de formes, quelles pourraient être les tendances pour la saison prochaine. Les équipes ou le designer travaillent dessus, et puis ensuite on a des rendez-vous pour voir au fil de l'évolution de la collection comment ça avance. Et puis on redirige un peu, bah tiens ça c'est mieux plus long, c'est mieux plus court, peut-être cette couleur finalement ne marche pas, peut-être sa matière est mieux, plus fluide, plus ci, plus ça. Jusqu'au jour du défilé, où là je fais le stylisme du défilé. On travaille sur le casting, bien sûr aussi. Le choix de hair and make-up. C'est un peu un travail de direction artistique aussi, tu vois. Oui, c'est vrai ce que je t'en dis. Moi, en tout cas, la manière dont moi je travaille, c'est très global, c'est du stylisme, mais c'est la direction artistique. C'est-à-dire que j'ai mon œil aussi sur le choix des cheveux, du maquillage. C'est moi qui leur donne les moodboards pour ça, les silhouettes. Voilà, par exemple, en ce moment, je travaille pour Givenchy. Bon, évidemment, Matthew Williams, le créateur, on lui donne des idées en amont, mais c'est lui qui crée vraiment la collection. Nous, on arrive quand une collection est déjà proposée et on rectifie le tir, on dit « Ah, mais peut-être, tiens, ce tailoring est super, insistons là-dessus, cette veste est géniale, ce manteau, peut-être on peut le faire en plus court, plus long. » Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, quand on voit le dernier défilé Louis Vuitton, où ils font défiler 75 looks, il me semble à peu près. Tu parles de celui de Pharrell ou de Pharrell Williams. Ouais. Les gens se disent waouh, Pharrell Williams il a créé 75 tenues. Alors je te rassure, il n'a rien créé du tout, ou en tout cas pas beaucoup. Il y a des équipes derrière, à mon avis. Rappelons qu'il est chanteur et pas créateur quand même à la base. Donc il a été engagé principalement, j'imagine, pour son image, pour sa communauté, puisque c'est tellement important aujourd'hui, les communautés. C'est une star, un chanteur qui a un look incroyable, qui a déjà fait beaucoup de collaborations dans le passé. Évidemment, derrière tout ça, derrière autant de vêtements, etc., il y a beaucoup d'équipes. Et lui, je te rassure, il ne dessine pas du tout les petites silhouettes derrière un bureau, hein. Pas du tout. Alors Nikki, Vogue a toujours été connue pour ses couvertures. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui se préparent à faire leur meilleure couverture de magazine chaque matin. Je t'ai sélectionné quelques looks sur lesquels j'aimerais avoir ton regard de professionnel. Alors on commence par Lena Mafouf, qui est une star des réseaux, qui est une icône, on va dire qu'on la voit partout sur tous les défilés. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de son outfit ? Alors déjà, je conteste le mot icône, premièrement. C'est tout sauf une icône. Alors, icône peut-être, éventuellement. Je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, cette nana. Elle ne sert à rien. Elle n'a pas de goût, elle n'a pas de culture, elle n'apporte rien. À part ses followers et ses... Je trouve atterrant que des nanas comme elle soient invitées dans des défilés et autant d'importance. Pourquoi autant d'importance ? Je la connais pas personnellement, je n'ai rien contre elle personnellement. Hein. Après on la voit avec Jacques Mus, il me semble l'avoir vu aussi avec Alexandre Matussi. Ouais, elle a l'air bien s'entendre avec certains créateurs, il me semble. Oui, parce que ça c'est du léchage de... Voilà, c'est de la politique, c'est du... Parce qu'elle est influente, paraît-il, je ne sais pas. En tout cas, elle est très mal sapée. Cette robe est affreuse, elle ne va pas du tout. Je ne sais pas d'où elle la sort. Les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent, moi, ça ne me choque pas, tu vois, rien ne me dérange. Si elle veut s'habiller comme ça, grand bien lui fasse. Je trouve pas ça joli du tout, si tu me demandes mon avis, et tu me demandes mon avis. Et je trouve cette nana tellement inintéressante. Mais c'est le néant, quoi. C'est vraiment... Voilà l'époque dans laquelle on vit, quoi. C'est le règne du vide. Alors là, on passe à Seb, qui est donc le petit ami de Lena. Elle l'a carrément emmené dans l'univers de la mode parce qu'il ne connaissait pas du tout ça. Ouais. Mais il est aussi affligeant qu'elle. C'est le défilé Kenzo, là, de... Ah, mais il est terrible. Bah, écoute, tout est moche. Le t-shirt est moche, le blouson... c'est terrifiant. À part le boyfriend de Lena Situation, il est quoi exactement ? Enfin, je veux dire... Il est youtubeur aussi, je suis très impressionné. Mais qui était pas du tout dans la mode. On a bien compris qu'il n'était pas dans la mode, ça on comprend bien qu'il n'est pas dans la mode. Il sera jamais dans la mode, je crois d'ailleurs, le pauvre petit. Mais écoute, c'est moche quoi. Il ressemble à rien. Bon, il est quand même invité sur tous les défilés aussi. Ouais, écoute, il prend la place de gens qui mériteraient d'être invités, qui ne le sont pas. Voilà. Alors maintenant, on passe à Michou, qui est un youtubeur, le youtubeur préféré de tous les enfants. Voilà, donc... déjà, il a un nom rigolo. Il s'appelle Miguel. Ouais, Michou, c'est son surnom. Déjà, c'est un point pour lui, Michou. Et il fait pas mal de shooting, tout seul. Il a du mal à s'habiller, mais il a un styliste qui l'habille. Qu'est-ce que tu penses de l'outfit qu'on lui a fait ici ? Bah écoute, la photo est amusante, toute cette espèce de décor vieillot. C'est comme s'il était chez sa grand-mère en fait. Col roulé blanc qui date d'une autre époque. La photo rigolote. On croirait qu'il est chez sa mamie. Donc ça te plaît ? Qui va prendre le goûter. Franchement, non. Mais
préfère à ce que j'ai vu avant. Là, on passe à un mec qui est sur les réseaux aussi et qui s'intéresse un peu à la mode et effectivement qui essaye de... Ouais. qui sort dans la rue, il fait des couvertures de magazines. Qu'est-ce que t'en penses de son outfit? Écoute, là au moins, à l'inverse du boyfriend de Lena machin, il est quand même plus rigolo. Au moins c'est une créature pink, une espèce de nounours très poilu comme ça. Je m'habillerais pas comme ça. On aime, on n'aime pas, mais c'est quelque chose. Est-ce que c'est mode? Aujourd'hui tout est mode et rien n'est mode. Je sais même pas ce que ça veut dire, est-ce que c'est mode ou pas mode. Mais le pantalon est pas l'inverse de la mode, oui c'est rigolo, enfin c'est quelque chose. Donc, quelle est la définition pour toi de la mode, justement? Je sais pas si j'ai une définition de qu'est-ce qu'est la mode, mais moi la mode telle que je l'aime moi, mais moi je suis vieille et ça doit être un style. Mais ça vient avant tout de soi aussi, de sa propre capacité à savoir s'habiller, savoir mélanger les choses. La mode, c'est pas forcément de je t'en mets plein la vue. Et là, il en met plein la vue. Mais est-ce qu'on a envie de ressembler à ça au quotidien? Est-ce qu'il va faire les courses comme ça? Je crois pas. Ah si. Ah, alors, Si, moi, si. il a du mérite. C'est une tenue... Alors, il a du mérite, je trouve ça bien. Et si c'est son univers, si c'est ce qu'il aime, je trouve ça très bien. On passe au dernier outfit qui est celui du plus gros youtubeur français. Wow. Qui s'appelle Squeezie et donc là il est invité au défilé Louis Vuitton si je me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de son outfit? Mais il a un outfit incroyablement banal, quoi. Un jean avec un imprimé quelconque, je sais pas quoi. Des baskets, on sait pas ce que c'est, mais bon. Le blouson, bon, bah, c'est un blouson polonais, ok, avec du orange. T-shirt blanc assez banal. En fait, c'est un look tout à fait commun, quoi. Rien à déclarer. Est-ce que tu trouves que la veste elle lui va bien? Est-ce que au niveau du shape et de la forme? C'est une veste qui est, j'imagine, est faite pour être un peu confortable. Donc en mode confort, ça fonctionne. C'est pas hyper saillant, c'est pas très sexy. C'est un peu ennuyeux quand même. Là, sur un look comme le sien, qui est un tout petit peu chiant, d'un seul coup, ça n'a pas un grand intérêt, quoi. Bon Niki, tu as été directrice mode de Citizen K et French et Ouais. tu es aujourd'hui consultante pour Givenchy, Max Mara et d'autres marques. Ouais. On va donc parler tendance 2023. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour nous les mecs cet été? On s'habille comment cet été pour la plage? Moi, je trouve que c'est bien de ne pas forcément s'habiller trendy. Par définition, ce qui est à la mode se démode. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est ne vous habillez pas à la mode. Soyez vous-même, ayez votre propre style. Le plus important, je trouve, c'est d'avoir du style. Moi, il y a un look que j'adore pour la plage, qui est un peu le mien et celui des amis chic autour de moi. Je dirais, c'est une liquette, c'est des grandes chemises blanches, ou gandoura éventuellement. Alors là, on va être un petit peu précise, on va dire en voile de coton égyptien, blanc, et puis des petites sandales en cuir naturel, et surtout pas de marque. Après, ce qui est joli, c'est la coupe et la matière. Si tu prends un voile de coton égyptien, c'est super, quoi. Une jolie liquette bien coupée, une petite gandoura un peu ample, qui vole au vent. Très belle tenue de plage, voilà. Et pour les soirées au bord de l'eau? Et ben même chose, une liquette, mais alors peut-être noire à ce moment-là. Pour être un peu plus classe? Ouais, noir avec un petit accessoire, un collier, je sais pas moi, une sandale un tout petit peu plus sophistiquée, une petite babouche ou les petites ballerines en velours noir de Venise, très jolies. Et d'ailleurs, ils ont des très très jolies gammes de couleurs, donc autant prendre une couleur vive pour le soir, pour un peu briller. Et on met pas de sneakers l'été? Sneakers, ça tient un peu chaud, non? C'est peut-être pas pratique. Sur le sable à éviter, je pense, déjà. Le sable, oui. Non, des chaussures plus légères, je dirais. Je parle de ça parce que c'est vrai qu'en ce moment on voit pas mal de marques, New Balance, Balenciaga, qui font des chaussures en fait qui la coupent Ouais. et qui font des mules directement. Et en fait t'es dans une basket mais ton pied tu peux le ressortir comme dans une claquette. Alors la mule, j'ai très peur de la mule. Ah, Fashion faux pas. la mule ça fashion pas. La mule basket, oui. Les Birkenstock t'aimes bien? Ce qui est un fashion faux pas à un moment donné peut devenir très à la mode derrière. Je détestais les Birkenstock il y a quelques années et je les aime beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'elles sont très confortables et elles passent partout. Tes accessoires indispensables pour un look d'été? Alors, c'est pas seulement l'été, mais je ne quitte jamais mes bagues berbères et Touareg. Ce sont des bijoux un petit peu anciens en argent. Ce sont des pièces d'argent fondues. Je les adore. Les petits colliers, les petits gris-gris. J'ai un petit zizi napolitain. C'est une bite en corail, ça porte bonheur, c'est contre le mauvais œil. Voilà, elle me quitte pas. Une petite main de Ramsa. Fille ou garçon, un très joli petit collier d'un joaillier qui s'appelle Samuel François Jewelry. Allez le voir, il fait des très jolis colliers, fille, garçon, bagues. Et pour l'été, c'est extraordinaire, très beau. Pour finir, ton top 3 tendances pour la rentrée de septembre? Il y a un designer que j'aime particulièrement, qui vraiment à chaque fois m'impressionne.
Il s'appelle J.W. Anderson, que ce soit pour ce qu'il fait pour lui, donc J.W. Anderson, ou pour la marque Loewe. C'est toujours extrêmement brillant, séduisant, fort, pointu, original, à la fois simple. En boutique, je trouve des choses aussi très portables. Je pense que pour filles et pour garçons, c'est à mon avis la boutique où aller s'habiller, je crois. Et après, moi, je suis fan de Yohji Yamamoto. Voilà, c'est mon designer préféré. Habillez-vous simple, une jolie chemise blanche piquée dans l'armoire du grand-père ou du père, voilà, un petit jean délavé, tout pourri, et voilà, ça va. Merci Niki d'être venu nous voir Merci et surtout d'être venu percer le mystère qui se cache derrière le style de Niki Galopine. Mes petits stylés, je compte sur vous pour liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, le style c'est comme le wifi, plus c'est fort mieux c'est, mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver.